Allez, tout le monde est prêt pour l'épisode 2, saison 1, faut pas pousser les ISO, on y va. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons parler des objectifs à très grande ouverture et essayer de démêler le vrai du faux quant à leur utilisation sur le terrain. Et bah voilà, ça y est, c'est parti, faut pas pousser les ISO, deuxième épisode, première saison de ce nouveau podcast entièrement dédié à la photo et la vidéo. Je suis de nouveau ravi et je vais commencer par remercier déjà toutes les personnes qui nous ont écoutés sur le premier épisode. Elles ont été très nombreuses, donc voilà, c'est très encourageant et on va continuer encore comme ça toutes les semaines avec une nouvelle émission. Je commence par présenter mes invités autour de la table et aussi par téléphone. Très beau plateau encore une fois aujourd'hui. Benjamin Favier, tu es encore là avec moi, mon complice sur cette émission. Tu es le rédacteur en chef du magazine lemondedelaPhoto.com. Benjamin, bonjour à toi. Bonjour Arthur, fidèle au rendez-vous. Et à côté de lui, mon mentor, mon ami, mon père spirituel, Renaud Labracherie, qui est actuellement le rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine en ligne lesnumériques.com, qui est l'un des plus grands spécialistes de la photo en France et qui a été le fondateur et le rédacteur en chef pendant plus de 10 ans du magazine focusnumérique.com. Renaud, je suis vraiment ravi de t'avoir au micro à côté de moi et sois la bienvenue. Salut Arthur, salut Benjamin. Moi aussi, je suis ravi d'être là, bien sûr. Salut Renaud. Un peu plus tard dans l'émission, on aura aussi Nicolas Gillet, qui est le directeur du marketing et de la communication chez Nikon France. Et on écoutera aussi le témoignage d'une photographe qui s'appelle Agnès Colombo, qui est une photographe spécialisée dans la photo sociale, qui fait beaucoup de portraits et qui nous apportera un peu son témoignage sur son usage des objectifs à très grande ouverture. Bon, avant cela, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, on va parler des derniers hybrides Nikon et Panasonic. On découvrira aussi un nouveau concept de caméra numérique signé Canon. Et enfin, on dévoilera les 2 lauréats des prix photo du festival Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Cette semaine, le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Nikon passe ses 2 premiers hybrides 24-36 mm Z6 et Z7 en seconde génération. Côté hardware, les 2 appareils se voient dotés d'un double processeur d'image XPID 6, d'un double emplacement carte mémoire SD, UHS 2 et XQD et d'une compatibilité avec un nouveau grip muni de commande verticale. Côté software, Nikon ouvre la porte à la vidéo 4K 60p et améliore l'autofocus de ses appareils. Le Nikon Z7 II et son capteur de 45,7 millions de pixels sera proposé au prix de 3 399 € et le Nikon Z6 II et son capteur de 24,5 millions de pixels sera proposé au prix de 2 199 €. Ces 2 appareils seront disponibles en courant du mois de novembre prochain. Panasonic annonce un nouveau hybride Lumix Micro 4 tiers, le BG-H1. Il s'agit d'une caméra vidéo professionnelle conçue pour le streaming multicaméra et la production avec une qualité broadcast. Elle est équipée d'un capteur de 10 millions de pixels capable de réaliser des séquences C4K 60p en 422 10 bits via la sortie HDMI ou en 420 10 bits en interne. Elle intègre toutes les dernières technologies développées par Lumix, comme par exemple le Dual Native ISO, le HGL pour les vidéos HDR, le Vlog L, le variable framerate jusqu'à 240 images par seconde et l'autofocus continu avec reconnaissance de sujet. La caméra est un petit cube ultra compact d'environ 9 cm de côté pour un poids de 545 grammes et minimaliste car elle est dépourvue de viseur et d'écran arrière. Le Lumix BG-H1 sera lui aussi disponible en novembre et proposé au prix de 2 099 €. Canon lance un nouveau concept de compact high zoom à la frontière entre un appareil photo numérique et une lunette d'observation, le PowerShot Zoom. Il est équipé d'un zoom optique 4 fois équivalent à un 100-400 mm stabilisé et d'un zoom numérique 8 x 800 mm, le tout associé à un capteur 1/3 de pouce CMOS de 12 millions de pixels. En rafale, l'appareil aligne 10 images par seconde et peut réaliser des vidéos en Full HD. L'interface est minimaliste, pas d'écran, un bouton photo, un bouton vidéo, un bouton zoom et un viseur électronique.
Très compact et léger, il pèse seulement 144 grammes. Le Canon PowerShot Zoom sera disponible lui aussi en novembre et proposé au prix de 340 €. Et enfin, pour terminer, le festival Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Cette année, c'est le photographe Lorenzo Tugnoli qui remporte le trophée photo soutenu par Nikon pour son reportage La guerre plus longue, réalisé en Afghanistan et publié dans Contrasto pour le Washington Post. Le prix du public soutenu par l'Agence française de développement est pour sa part remporté par le photographe Anthony Wallace de l'AFP pour son reportage Hong Kong, une révolte populaire. Encore une très belle actu cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça bouge encore sur le front de l'hybride 2436, c'est bien. Ce que je retiens, c'est des prix inférieurs de lancement pour les Z6 II, Z7 II par rapport aux premières générations à l'époque. Ouais, il y a 2 ans donc. Il y a 2 ans exactement, pile 2 ans d'ailleurs. C'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. On se plaint souvent du prix, et à juste titre, très élevé du matériel. C'est bien qu'il soit légèrement revu à la baisse, même si pour le coup c'est aussi justifié puisqu'il s'agit plus d'une évolution mineure qu'une révolution. Voilà, c'est un réajustement ergonomique et avec quelques caractéristiques qui arrivent qu'on attendait sur les premières générations. Ok. Oui. Alors effectivement, moi je trouve qu'il y a 2 tendances qui se dessinent. C'est effectivement des prix nettement plus abordables et plus raisonnables. Et puis il y a toujours la vidéo qui vraiment prend pied dans le monde de la photo de plus en plus. Parce que c'est vraiment une tendance lourde. Et on le voit à chaque nouveau boîtier, c'est la vidéo. C'est vrai. Vous faites bien de parler de vidéo parce que là, ce que sort Lumix, c'est assez intéressant. C'est un peu hors norme comme boîtier, mais c'est assez intéressant. Ça va vraiment dans la mouvance, dans le développement des lives, du streaming. C'est un mix entre une caméra IP et un GH5, quoi, un peu. GH5S remodelé. En fait. C'est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est ça, un petit concept modulaire. C'est toujours apprécié par les vidéastes qui pourront greffer toutes sortes d'accessoires dessus. Et surtout, ça montre encore qu'on parle beaucoup d'hybride 24-36. Le micro 4 tiers existe toujours. Le GH6 est en cours de développement, on le sait. Il doit arriver prochainement. Ça a été annoncé par le boss Lumix, Yamane-san. Donc ça montre que le micro 4 tiers n'est pas mort, loin de là. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le PowerShot Zoom, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est un prototype qui devient une réalité. Est-ce que c'est la solution pour contrer la photo au smartphone ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je suis pas certain, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve ça rigolo comme truc. Ouais, et puis c'est des axes de développement de la part de Canon qui essayent des choses. Moi, je peux que être pour en fait ce genre d'initiative. Après oui, ça reste sans doute un peu gadget, faut voir ce que ça donne sur le terrain, quoi, mais bon. Et il faut essayer. Sony essaye avec le ZV1 de faire du V-Log, ils ont essayé avant avec des modules pour smartphone, les QX, je sais pas si vous vous souvenez. Il faut essayer de nouvelles voies, il faut trouver de nouvelles voies. Voilà. Obligés, de toute façon, de proposer des choses un peu comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Et, face au smartphone, si on veut raviver un petit peu la gamme, en l'occurrence PowerShot chez Canon, il faut aller sur ce genre de produit. Bon, bah voilà pour l'actu. C'est le moment où je donne la parole à Benjamin. Cette semaine, tu nous emmènes en Amérique et tu vas nous raconter la folle histoire d'un accessoire pas comme les autres. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin. À San Francisco, les dollars se ramassent à l'appel. Bercés par les légendes de l'Ouest et les success stories de la Silicon Valley, les Californiens de la firme Peak Design surfent sur un filon, véritable ruée vers l'or des temps modernes. Au cœur du bien nommé Golden State, ils excellent dans l'art, très contemporain, du financement participatif pour concrétiser leurs projets. Ils l'ont prouvé à 8 reprises, transformant chaque campagne en succès, matérialisé par des sacs et accessoires frappés du sceau de la coolitude, façon hipster. À l'occasion de leur 9e tentative, $500 000 auraient suffi pour que leur premier trépied devienne réalité. Le Travel Tripod défie les rêves les plus fous, même américains. Plus de 12 millions de dollars récoltés. Un plébiscite pour un objet de tous les désirs acclamé par une communauté déjà acquise à la marque. Le précieux tient dans une main, faisant passer ses concurrents pour des colosses. Les plus lourds réflexes et hybrides ne lui font pas peur. Il accorde même une place au smartphone.
On le déploie en un clin d'œil, tel Clint dégainant son revolver au soleil couchant. L'arrogance ricaine dans toute sa splendeur, enrobée d'alu ou de carbone, au choix, influencée par la politique commerciale locale dictée par Apple. Au tarif déjà prohibitif pour mettre la main dessus, il faut allonger une poignée de billets supplémentaires pour acquérir des accessoires tout sauf dispensables. Peu importe. La folle épopée du Travel Tripod restera dans l'histoire des success stories des fameux crowdfundings. Benjamin, 12 millions de dollars. Ouais, 12 millions de dollars, c'est faramineux. Ils ont vraiment fait leur culture là-dessus. Ils se sont lancés comme ça. Et malheureusement, après, il s'agit d'un modèle unique, mais les tarifs sont vraiment très, très salés. Ah oui, alors combien ils valent ces nouveaux trépieds ? On parle de 400 € pour le modèle en alu, de 670 € pour le modèle en carbone. Je précise qu'il ne faut pas se fier aux tarifs qu'on voit sur les sites de la maison mère. Hein. Si on va sur peakdesign.com, il faut rajouter la TVA. Donc on peut être trompé. Les prix que je donne là, 400 €, 670, ce sont les tarifs qu'on verra sur des sites comme Miss Numérique en France qui le distribuent. Mais ça reste très élevé, sans compter qu'il faut ajouter le prix d'accessoires. On parle d'un trépied qui se démarque de la concurrence parce qu'il est tout petit, il va prendre la place d'une bouteille d'eau sur le côté d'un sac. Enfin, on parle d'un objet, c'est vrai, assez insolite, assez révolutionnaire. On est sur des logiques un peu à la Apple, avec des produits qui se démarquent par un joli design et qui trouve sa communauté. Voilà, tout simplement. Renaud, toi, un trépied, c'est quelque chose que tu as toujours avec toi quand tu pars en mission photographique ? Pas forcément, non, puis de moins en moins en fait, je dirais. Au début, moi j'avais en fait des pratiques photos qui, moi j'aimais bien faire multiples expositions, pour faire des panoramas, des choses comme ça. C'est vrai que de moins en moins, et c'est vrai que je serais moins en moins enclin à mettre beaucoup d'argent dans un trépied. C'est pas quelque chose sur lequel voilà, mais si le Père Noël veut bien passer, pas de souci. Hein. Parce que effectivement, ils sont quand même très beaux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le prendre en main un tout petit peu de temps, et c'est vrai que c'est un objet superbe. Et comme on le disait, en fait, de l'innovation, un peu de design, ben ouais, ça marche en fait. Mais bon, moi, je trouve que c'est quand même exagéré. Hein. Ah oui, c'est vraiment très élevé. Merci Benjamin pour cette belle histoire. Messieurs, je vous propose une petite respiration avant qu'on attaque le débat principal de cette émission. On se retrouve dans quelques instants après une publicité. À vous, passionnés d'images, zoom sur une offre immanquable. En octobre, jusqu'à 300 € de remise sur une sélection d'objectifs Tamron en monture Sony FE. Compact et léger, les objectifs Tamron vous offrent polyvalence et performance. Portrait, paysage, reportage, quel que soit votre style, Tamron répond à votre besoin. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2020. Retrouvez la liste des magasins participants sur le site tamron.fr. Voir modalité en magasin. Alors, on se retrouve autour de la table avec Benjamin et Renaud. Il est temps d'attaquer le sujet principal de cette émission. On va parler des objectifs à très grande ouverture et on va essayer de se poser la question de leur utilité. Est-ce que ce sont des produits qui font autant toujours rêver qu'avant ? Quels sont les avantages, les inconvénients à utiliser ce type d'objectif et dans quel cas il est pertinent ou non de les utiliser. Alors, avant qu'on démarre, je vais peut-être repositionner un tout petit peu le contexte général. Donc là, ça y est, maintenant, l'hybride et principalement le 24-36 est parfaitement implanté sur le marché de la photo. Quasiment tous les acteurs sont présents et tous ces acteurs ont dû développer une nouvelle monture. Et qui dit nouvelle monture, dit mécaniquement une nouvelle gamme d'optiques. Donc tous ces constructeurs doivent réinventer, réadapter, repenser leur gamme d'optique et d'une certaine façon, pourquoi pas essayer de proposer des choses qui n'existaient pas dans l'univers du réflexe. Alors à l'heure actuelle, c'est Sony qui a la gamme d'optique la plus développée en matière d'hybride 24-36, mais les autres vont très vite et n'arrêtent pas de sortir des nouvelles optiques. Et parmi ces objectifs, il y a certains modèles qui rentrent vraiment dans cette catégorie des objectifs à très grande ouverture. Alors je vais en citer que quelques-uns pour l'instant. Donc par exemple Canon, avec sa monture RF pour son système EOS R, a sorti un zoom 28-70 f2 constant.
Alors que d'habitude, le 24-70 c'est plus quelque chose en 2.8 constant, et a sorti deux focales fixes, un 50 et un 85 mm, ultra lumineux puisqu'ils ouvrent à f1.2. Nikon a sorti un 58 mm f0.95 Noct et vient tout juste d'annoncer un 50 mm f1.2. Donc là, on aura l'occasion d'en discuter un peu avec Nicolas tout à l'heure. Chez Sony, on trouve des focales fixes en f1.4. Il y a Sigma qui a développé un 35 mm f1.2 qui est disponible en monture E ou en monture L. Panasonic a un 50 mm 1.4. Donc bref, voilà. Les constructeurs développent et proposent des objectifs à très grande ouverture. Je ne peux pas tout lister évidemment parce qu'il y en a beaucoup. Alors, peut-être que la première question qu'on peut se poser, c'est finalement, c'est quoi un objectif à très grande ouverture ? À partir de quand on peut dire qu'on a affaire à une optique à très grande ouverture ? Renaud. Alors, déjà, pour répondre un peu à la question, moi je trouve que c'est une optique qui fait rêver déjà, de toute façon. Et donc, les marques, elles sont obligées de se positionner au lancement de nouveaux boîtiers, de nouveaux systèmes. Elles sont obligées de faire rêver un peu le fin client et donc de proposer des optiques assez lumineuses. Et pour moi, lumineuse, c'est en dessous de f2.8. On va même dire, allez, ça commence à f2, parce qu'il y a de 4, de 5 des fois. Mais c'est vrai que voilà, en dessous de 2, ça commence à être chouette. Ouais. Voilà. Peut-être dissocier zoom et focal fixe du coup. Ouais. C'est vrai qu'un zoom qui ouvre à f2.8 constant, déjà, on peut dire que c'est déjà énorme. Hein. Oui. Ouais. De toute façon, quand on parle généralement d'optique, je dirais très très lumineuse, ça reste souvent des focales fixes. Et c'est vrai que là, on a vu émerger quelques zooms hyper intéressants. Il y avait Sigma qui avait ouvert le bal avec des 18-35 pour APS-C. Il y avait des 18-35 f1.8 en APS-C. Et ça, c'était chouette. Il y avait le 24-35 f2 en 24-36. Absolument. Voilà, donc là, c'est vrai que à l'époque, on travaillait ensemble avec Arthur et ça nous faisait juste rêver des trucs comme ça. Puis c'était des bonnes optiques en plus, donc c'était vraiment très très intéressant. Oui, puis là on parle beaucoup d'hybrides à l'heure actuelle, mais déjà sur les gammes réflexes existantes, il y a des optiques lumineuses. Là, c'est vrai qu'on parle d'ouverture à 1.2, donc il y en avait déjà chez Canon avant monture EF. On en trouve maintenant chez Nikon, c'est un peu nouveau. Mais on peut reparler de ce qui existe en réflexe. Bon, il y a Sigma qui s'était fait une spécialité des optiques à f1.4, il y a Tamron qui arrivait à proposer des optiques f1.8 stabilisées aussi. Ça, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, Renaud, par exemple, du fait de pouvoir associer des optiques lumineuses avec des boîtiers stabilisés maintenant aussi ? Finalement, de ne plus être obligé d'avoir de la stabilisation optique et de l'intégrer à la fois dans les boîtiers. Dans les boîtiers, c'est le combo ultime, on va dire, de toute façon, parce que la stabilisation optique, ça rend l'objectif plus gros, plus lourd. Plus cher, probablement. D'ailleurs, dans les inconvénients, parce que Arthur, tout au début, tu disais avantages, inconvénients. Je pense qu'on peut déjà partir sur le triptyque des inconvénients des optiques. Oh là là, un triptyque. Allez, non, mais c'est gros, c'est cher, c'est lourd. Voilà, ça, c'est en gros, quand on a une optique à grande ouverture, c'est. À très grande ouverture. Très grande ouverture. Parce que des focales fixes qui ouvrent à f1.8, c'est déjà de la très grande ouverture. Absolument. Ça ouvre des champs absolument délirants en termes de possibilités de Et bokeh. C'est pas forcément gros, c'est pas forcément cher non plus. Non. Et c'est une alternative super intéressante pour quelqu'un qui a envie de s'essayer à la très grande ouverture, qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir une focale fixe qui ouvre à f1.2. Voilà, des focales fixes à 1.8, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et le 1.8, je pense qu'on a tous commencé avec des 1.8. Mais absolument. Le 51.8 Canon, qui EF, voilà, qui est un petit peu en plastique, qui donne une très très bonne qualité d'image, très sympa. Qui coûte rien. Ouais. On a chez Sony un 50 et un 35 mm 1.8. Là, il y a Lumix qui va sortir un 85 1.8 à Monturel. Ils l'ont annoncé pour la fin de l'année. 1.8, finalement, c'est un bon compromis. C'est le point de départ, en fait, le 1.8, je crois. Mmh. Ouais. Et après, on veut tous du 1.4, du 1.2 des fois. Puis après, il y a les en dessous de 1, alors là, c'est... Ouais, ça devient la Fuji qui sort un 50 mm f1, alors, qui couvre la PSC. On ne parle pas d'un 436, c'est quand même avec autofocus. Impressionnant. Ouais, avec AF. Avec AF. Avec ça, moi, je suis impatient de voir, parce que pour le coup... Parce que c'est vrai qu'on on a l'habitude de penser que les optiques très très lumineuses, elles sont un peu moins bonnes à pleine ouverture. Il y a le vignettage, les bords sont un peu cracra.
Et c'est vrai que là, depuis quelques années, on a des optiques ultra lumineuses et elles sont juste fabuleuses. Et alors là, moi, chez Fuji, je suis très, très impatient de voir. Ouais. Alors après, ça donne. ce phénomène, beaucoup de personnes le qualifient comme un défaut, mais moi je trouve au contraire que ça fait un peu son charme et de ne pas avoir forcément une optique qui arrache, comme on dit, sur les bords à la plus grande ouverture, c'est plutôt un avantage quand on fait du portrait ou ce genre de choses pour avoir des rendus un peu plus doux, avoir un effet de style dans le bokeh qui soit un peu original. Alors j'embraye tout de suite. Si on rentre un peu plus dans l'usage pour le coup, à quoi ça sert d'avoir une optique avec une très grande ouverture? À faire rêver. C'est finalement la question, pourquoi est-ce que les optiques à très grande ouverture font encore rêver? La réponse est oui. Le discours marketing des fabricants de smartphones finalement est assez parlant aussi, puisqu'ils cherchent à tout prix à nous vendre du bokeh, des effets bokeh, etc. Mais le fameux bokeh, on l'a jamais aussi bien qu'avec une optique à grande ouverture sur un grand capteur finalement. À titre personnel, j'aime beaucoup mon petit Nikkor AIS mis au point manuel des années 70 que je mets avec une bague. L'ouverture à 2.5 qui n'est pas piquée, qui génère un bokeh absolument somptueux, qui en tout cas moi me convient. Donc finalement, la part de rêve, elle est importante, elle est manifeste, elle est bien là. Oui, effectivement, moi je pense que c'est dans l'imaginaire de la photographie. En fait, on a ce flou arrière très, très vaporeux, très crémeux, et cette mise en avant du sujet où on peut faire vraiment le point sur un détail, d'un portrait, les yeux, les choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ça fait rêver. Et comme tu le disais à juste titre, Benjamin, tous les constructeurs de smartphones essayent de reproduire ça plus ou moins bien, et c'est souvent moins bien, voire tout le temps moins bien, parce que de toute façon, il est assez facile de prendre en défaut ces algorithmes qui reproduisent du flou. Mais effectivement, c'est ça qui compte, c'est réduire la profondeur de champ pour avoir cette image qu'on a forcément en tête et qui peut se reproduire difficilement de manière artificielle. On peut le faire avec des logiciels, mais ça reste compliqué. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Après, moi, je dirais qu'aussi, ça permet des prises de vue, de garder des ambiances lumineuses, travailler en basse lumière. Et c'est toujours un peu quelque chose aussi qu'on cherche, pas forcément sortir le flash à C'est chaque toujours fois. vrai ça, parce que à une Ouais. époque où, excusez-moi du mauvais jeu de mots, on pouvait pas trop pousser les ISO, c'était clairement un avantage de se dire j'ai une optique ouvre 1.4, ça me permet d'avoir plus de lumière sans devoir monter la sensibilité et voir apparaître du bruit. Maintenant, avec les progrès qui ont été faits dans le traitement du bruit dans les boîtiers, moi j'ai plus le sentiment que c'est plus vraiment une réelle valeur ajoutée, ça. Alors, tu as raison pour la photo. Je pense qu'il ne faut pas éluder la vidéo. Pour le coup, avoir des optiques lumineuses qui permettent de bosser avec peu de lumière disponible à main levée, en vidéo, c'est très appréciable d'avoir une optique à 1.4 et pour le coup, un boîtier stabilisé, là, c'est parfait. Mais là, tu ouvres le champ à un deuxième problème qui est la mise au point. Ouais. Et qui finalement en est un et qui peut être aussi, on va dire, géré grâce à des petits outils comme le focus picking ou la loupe pendant le tournage, etc. Heureusement, il existe des outils, mais c'est vrai que là, on aborde une contrainte qui est l'épineux problème de la mise au point, mais qui peut être aussi une signature. On parlait de faire rêver. Le flou le flou aussi peut être une marque de fabrique, peut être une signature et peut être absolument volontaire, même souhaité parfois. Alors, je vais rappeler peut-être juste pour parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément très à l'aise avec toutes ces notions de mise au point, de profondeur de champ, tout ça. En gros, la profondeur de champ dans une image, c'est la zone de la scène qu'on souhaite photographier qui va être restituée comme nette sur l'image. Et avec son appareil photo, on a la possibilité de pouvoir contrôler l'étendue de cette zone dans la profondeur. Alors pour ça, il y a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer. La distance de mise au point, la focale et l'ouverture. Et plus un objectif est lumineux, plus cette zone peut être courte. Donc quand on utilise un objectif très lumineux, 1.4, 1.2, voire même moins, la précision de la mise au point est fondamentale parce que si je prends l'exemple d'un portrait pris à 1.4 ou à 1.2, moi je me rappelle à l'époque du réflexe où on avait Zeiss qui avait sorti des Otus
f1.4 qui étaient des optiques sublimes, Superbe. sans mise au point automatique, donc tout à la mano, avec un viseur optique. On avait très très vite fait de passer de la mise au point de l'œil au bout du nez. C'était une Donc signature. il faut bien que ça... sûr. Oui, c'était une signature pour le coup. Donc voilà, les très grandes ouvertures demandent une extrême précision au niveau de la mise au point. Renaud, tu voulais dire quelque chose? 2 points. En fait, l'autofocus aussi, il a besoin de lumière pour fonctionner. Et donc, plus on a des objectifs lumineux, plus pour lui, ça sera facile de faire de la mise au point quand justement on est en soirée, tombé de la nuit, etc. C'est aussi un critère important. Ça va réduire exactement. En fait, il y a une espèce de dualité entre mécaniquement, j'arrive à faire la mise au point parce que j'ai quand même un peu de lumière, et puis effectivement j'ai une profondeur de champ très très réduite. Et ce que je voulais dire aussi, enfin rebondir sur la vidéo, parce que c'est vrai qu'en vidéo on a besoin encore plus de lumière parce qu'on a une cadence d'image un peu élevée, et c'est vrai qu'on a eu quelques déboires tout au début quand on utilisait les réflexes en fait pour filmer des réflexes 24-36. Moi je me souviens d'émissions de télé où je pense qu'ils devaient filmer avec des 5D Mark II, et Thalassa a été connu pour voilà. ça. Ouais. Et alors du coup, dès que les gens ont bougé sur une interview, c'était un flou, c'était atroce. C'est vrai Il a fallu aussi s'approprier l'outil. C'est vrai qu'au Ouais. début, ça fascinait tout le monde de voir les. Et ça faisait des images étonnantes qu'on voyait pas à la télé. Une fois de plus, ça faisait rendu cinéma en fait quelque part. Enfin, il y avait un petit rendu. Mais étonnante, mais illisible à la fois. Donc, dans un contexte information, documentaire, c'était totalement illisible. Je veux dire juste une chose sur la profondeur de champ. J'ai été agréablement surpris en manipulant récemment les EOS R6, R5 de constater que par défaut, il y avait une touche de profondeur de champ sur la droite comme sur les réflexes. Un testeur de profondeur de champ qui permet de visualiser en fait la profondeur de champ dans le viseur. Bon, c'est une notion, on y reviendra peut-être plus tard. Touche qui a toujours mais- existé mais- sur tous les appareils, mais Sur qui tous les n'était appareils. jamais utilisé et qui prend tout son sens avec l'hybride et la Absolument. visée directe. Ouais, absolument. Écoutez, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'une photographe. Je vous en ai parlé un peu au début d'émission. Elle s'appelle Agnès Colombo. C'est une photographe indépendante qui est spécialisée dans la photo sociale. Donc, elle fait beaucoup de portraits, de photos de famille, de photos de grossesse, de photos de naissance. Je l'ai interrogée hier parce que malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui sur la manière dont elle travaille avec les objectifs à très grande ouverture. J'ai commencé avec des objectifs à très grande ouverture. En fait, j'ai un 24 mm en 1.8, j'ai un 50 mm 1.8 aussi, et j'ai un 85 1.8, et je viens tout récemment de m'acheter un 24-70 à 2.8. Alors en fait, avant, j'avais du 1.2. J'avais par exemple le 50 1.2 de chez Canon. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne l'utilisais jamais à 1.2. Parce qu'en vrai, je travaille à 2. En règle générale, je suis entre 2 et 2.8. Je fais très peu de portraits individuels en extérieur. Je fais beaucoup de portraits de famille. Si je travaille en très grande ouverture, pour le coup, si je travaille à 1.2 avec une famille entière, ce qui est compliqué, c'est que je vais avoir qu'une personne qui va être naître. Alors après, ça peut être un choix. Maintenant, moi, ce que j'ai envie quand même, c'est de mettre en avant les expressions, les interactions entre les personnes, la complicité. Et du coup, j'ai besoin de voir un petit peu tout le monde. Donc, je préfère souvent fermer. En fait, le truc, après, ça dépend ce que tu veux faire voir dans l'image. Si l'objectif, c'est pour toi de montrer quelque chose, un environnement ou plusieurs histoires qui se passent au sein d'une même image, de prendre un grand angle et du coup de fermer à fond pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe au sein de l'image et de raconter une histoire dans une seule et même image, pour le coup, c'est compréhensible. Mais moi, souvent, ce sont vraiment des portraits de famille, des jolis portraits qui vont pouvoir imprimer, offrir et s'offrir à eux-mêmes. Et du coup, j'ai envie de leur montrer des images qui soient jolies, et parce qu'ils me font aussi beaucoup la demande du est-ce qu'on peut avoir du flou derrière? Parce que c'est quand même le truc des clients, ça. S'ils veulent des photos à 5-6, ils le prennent avec leur iPhone. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je ne sers pas à grand-chose dans l'histoire. Si je peux leur proposer des images un peu créatives, travailler avec de l'espace négatif, pouvoir avoir de jolis bokeh derrière, etc., c'est ça ma plus-value en tant que photographe. Moi, je travaille beaucoup en extérieur, donc ça c'est facile, mais aussi beaucoup à domicile. Et à domicile, en travaillant à Paris, je tombe des fois dans des endroits où il y a zéro lumière.
des cours intérieurs, du vis-à-vis de dingue. Du coup, j'ai 0 lumière. Donc, en fait, les grandes ouvertures me permettent de récupérer de la lumière. Voilà, c'est intéressant hein, comme témoignage, puisque ça montre que en fait, ça dépend vraiment de l'usage. Et un cadre d'utilisation comme celui d'Agnès, on pourrait penser que les très grandes ouvertures sont l'évidence absolue. Mais on se rend compte que pas forcément, puisque on en revient au problème de la mise au point, de la précision de mise au point et de la zone de l'image qui doit être nette pour pouvoir anticiper les mouvements de plusieurs personnes et avoir plusieurs visages dans la zone de netteté. On en revient toujours au même problème, c'est la mise en valeur, la mise en beauté d'un sujet. Et c'est vrai que quand on est dans un groupe, il y a multiples sujets et fatalement, ça marche moins bien en fait. Alors, il y a une optique qui défie toutes les lois de la folie et du rêve et de la démesure, qui est sortie il y a 1 an et demi à peu près. C'est Nikon, qui, au moment du lancement du Z6 et du Z7, avait déjà annoncé le développement de cet objectif. Alors, c'est une focale fixe, hein, il s'agit d'un 58 mm, une focale un peu surprenante, mais qui ouvre à f/0,95. C'est complètement délirant, l'objectif est imposant, lourd, massif. Il n'y a pas de mise au point automatique, enfin, c'est vraiment quelque chose un peu hors norme. Je vous propose qu'on appelle Nicolas, hein, qui représente Nikon, qui est le directeur marketing et de la communication, pour qu'il nous explique un peu l'histoire de cet objectif et qui nous raconte qui utilise ça et pourquoi faire. On va l'appeler tout de suite. Oui, allô? Salut Nicolas, c'est Arthur de Faut pas pousser les ISO. Salut Arthur. Comment vas-tu? La forme. En pleine forme. Je suis avec Benjamin et Renaud et on débat de l'intérêt, du rêve que peuvent procurer les objectifs à très grande ouverture. Donc évidemment, on a parlé du Noct f/0,95 qui est très impressionnant à tous les niveaux. Et en fait, on voulait un peu que tu nous racontes l'histoire de cet objectif, pourquoi Nikon a décidé de développer ça, qui l'utilise et pourquoi faire. Effectivement, quand on parle de grande ouverture, on peut penser au Noct. Il y a un peu une histoire chez Nikon avec ses optiques un peu exceptionnelles. L'histoire du Noct en monture Z, elle vient du fait que cette nouvelle monture, elle nous a ouvert en fait des nouvelles perspectives en termes de développement optique, un peu agrandi les possibilités finalement optiques et créatives des ingénieurs. Et avec le Noct, on a voulu montrer finalement ce dont était capable la monture Z, sans se mettre de contraintes trop en termes de mécanique, avec une optique effectivement assez incroyable, pas forcément très raisonnable, mais avec un rendu qui est juste dingue. Donc voilà, les ingénieurs se sont fait plaisir et ça permet de montrer ce dont est capable cette monture Z. Après, il y a des usages. C'est pas qu'une optique de vitrine ou pour démontrer un savoir-faire. Il y a les applications évidemment. Un tel niveau de bokeh pour du portrait, ça donne des choses quand même assez incroyables. C'est pas que le bokeh d'ailleurs, c'est aussi son piqué qui est vraiment exceptionnel. Pourquoi pas aussi des photos d'astro. Ça permet aussi de réduire énormément la poussée en ISO justement. Et puis aussi dans des applications cinéma, c'est pour l'instant la seule optique dans la gamme Z avec une bague de mise au point mécanique et qui donc est potentiellement accessoirisable pour faire du follow focus par exemple et avoir ce rendu un peu ciné également qui peut t'intéresser. Bonjour Nicolas, c'est Benjamin. J'ai une petite question. Il y a un 51.2 qui vient aussi de faire son arrivée au sein de la gamme Z. Donc, est-ce qu'il y a un changement de philosophie un petit peu par rapport à la monture F? Qu'est-ce que permet cette nouvelle monture finalement par rapport aux très grandes ouvertures dont on parle? Exactement, c'est tout l'avantage de la monture Z. Elle permet en fait des conceptions optiques avec beaucoup moins de compromis. Aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, quand on a une optique à grande ouverture, ce sont classiquement des optiques qu'on appelle des optiques pro, parce qu'elles sont lumineuses, mais surtout parce qu'elles ont aussi beaucoup moins de défauts optiques et qu'elles sont plus performantes au-delà de la luminosité. Il y a sur le marché, il existe aussi des optiques à grande ouverture qui sont pas très bonnes. Dans les grandes marques, on s'oriente sur des optiques à grande ouverture qui sont aussi très bonnes d'un point de vue optique.
Mais aujourd'hui, enfin jusqu'à hier en tout cas, les contraintes de ces anciennes montures, on va dire, faisait qu'il fallait souvent fermer d'un diaph ou deux, voire trois diaphs, pour être au plein du potentiel, notamment en termes de piqué, d'un objectif, même sur les objectifs pro. La gamme Z, en fait, elle permet une expression de son plein potentiel des optiques beaucoup plus rapidement. Et dès la pleine ouverture, on a déjà un usage de l'optique qui est vraiment à un niveau, peut-être pas à son max exactement, mais bien supérieur à leurs équivalents en monture F. En fait. Donc, on a agrandi finalement la plage d'utilisation potentielle d'une optique avec cette monture Z. Et en termes d'utilisation pure et d'accessibilité, on parle aussi d'optiques, on parle d'optiques qui font rêver. Bon, évidemment, le Noct, le 51.2 reste plus abordable, mais enfin, il reste très cher. Et qu'est-ce qu'une grande ouverture accessible pour toi et qu'est-ce qu'une grande ouverture finalement? Est-ce qu'on peut considérer que les gamins f1.8 sont toujours une grande ouverture et où se situe le seuil, tu vois? Justement, le côté utilisation d'un objectif dès sa pleine ouverture, pratiquement au max déjà de son potentiel de définition sur un objectif, font que les optiques 1.8 aujourd'hui sont en réalité plus exploitables de façon avec plus de polyvalence finalement qu'une optique ouverture 1.4 sur laquelle, pour être vraiment bon, il faut mieux travailler à 2 voire 2.8. Une optique 1.8 en réalité est déjà bonne à 1.8 sur la gamme Z. Donc effectivement, c'est des optiques qu'on peut utiliser sur des plages d'ouverture plus importantes, paradoxalement, qu'une optique 1.4. Donc oui, les optiques fixes 1.8 sont déjà d'excellentes optiques. On peut avoir envie d'aller plus loin avec des optiques qui font rêver, qui donnent aussi. Et une optique, c'est pas juste une focale et une ouverture, c'est aussi un rendu. C'est la façon dont le bokeh est travaillé en fonction des formules que les opticiens vont créer et la qualité finalement de la douceur du bokeh font ce rendu une patte un petit peu, une expression particulière pour chacune des optiques. Donc, quand on veut se différencier et qu'on a un travail ultra qualitatif, on peut avoir envie de se différencier de son concurrent et offrir en fait à ses clients des images qui ne sont pas vues ailleurs en fait, quoi. Bonjour Nicolas, c'est Renaud. Moi j'avais une question concernant le diamètre en fait de la monture Z. Tu avais répondu à une interview à l'époque du lancement du Noct, dans laquelle en fait tu disais qu'on pouvait même imaginer des optiques encore plus lumineuses. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Ouais, effectivement. Alors ça c'était une approche vraiment purement ou plutôt mécanique ou qui simplement permet de faire un calcul bête et méchant entre le diamètre de l'ouverture de la monture et le tirage. On peut en faire un calcul, effectivement, affirmer que le fait que la monture Z pourrait accueillir des optiques à des ouvertures plus importantes. Je crois que le calcul donnait 0,65, je crois. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on fera les objectifs de cette ouverture-là, parce que les contraintes reviennent. Il n'y a pas forcément de potentiel à des objectifs plus importantes, mais l'équivalent en fait de ce calcul montre que la monture F était en fait limitée à 1,4. Donc on a fait les optiques à 1,2 à une époque qui était limite effectivement en termes de qualité, on va dire, à leur pleine ouverture, excellente dès qu'on fermait. Voilà, le Noct à 0,95, il est déjà excellent à 0,95. Bon. Et on attend avec impatience le 1,2. Le test du 51.2, ouais. J'ai un pré-série entre les mains et c'est vrai que je suis assez... on passe te voir. Voilà. On n'est pas très loin. Je s'attends. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à ces quelques questions. L'actualité pour Nikon est très chargée, j'imagine, avec l'arrivée des Z6 II et Z7 II. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir une nouvelle fois prochainement au micro de Faut pas pousser les ISO. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci Nicolas. Bon bah voilà, c'est un sujet vaste et varié. On a vu donc la parole de Nicolas qui explique finalement, je trouve assez bien les choses quant à la stratégie de Nikon sur ces très grandes ouvertures. On a la parole d'Agnès qui, d'un point de vue plus pratico-pratique, même si j'aime pas beaucoup cette expression, met un peu plus de nuances sur l'usage réel des très grandes ouvertures. Voilà, en tout cas, hein, ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est des objectifs qui font encore et toujours rêver. Hein.
Oui, absolument. Il faut quand même rajouter quelque chose aussi. On a dit que l'encombrement, le poids n'était pas négligeable pour les objectifs à très grandes ouvertures. Ça reste vrai, notamment pour des 85-1.4, des choses comme ça. Il faut préciser qu'il y a des zooms qui arrivent à être lumineux et légers. Je pense à Tamron avec son triptyque 17-28, 28-75, Monture E. 180 montureux, particulièrement léger. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire sans la stabilisation optique a un impact. Et je pense que c'est pas négligeable. Et du coup, ces optiques-là qui peuvent faire rêver, dont le rendu peut faire rêver, deviennent accessibles en fait. Là, on parle plus d'optiques à 3000 euros, on est sous le millier d'euros. Et ça devient intéressant. Donc, toutes les gammes à 1.8 dont on a parlé, les zooms à f2.8 qui deviennent abordables, c'est des avantages des boîtiers sans miroir et ça devient accessible. Non, mais parce que c'est tout l'intérêt d'utiliser un appareil photo à objectif interchangeable déjà, et d'autant plus avec un grand capteur, c'est de pouvoir aller chercher ce rendu qui fait rêver, le fameux flou artistique dont tout le monde parle. Alors avec les objectifs de kit, c'est difficile d'accéder à ça. La première étape, c'est sûrement une petite focale fixe à 1.8 pour essayer, pour prendre du plaisir, pour découvrir. Après, pourquoi pas investir, comme tu le dis, sur un zoom à ouverture constante, en f2.8 ou en f2, on voit chez Canon, il y a un zoom en f2, et puis après, pourquoi pas aller encore plus loin avec des focales fixes qui ouvrent à f1.4, des focales fixes qui ouvrent à f1.2, pour après arriver au f0.95, qui est l'aboutissement absolu. Oui, effectivement. Moi, j'avoue que j'ai aussi quelques petites pépites. Chez Fuji, il y avait aussi quelques optiques f2, mais qui étaient vraiment là un bon compromis entre luminosité, taille, compacité, poids. Il ne faut pas forcément tout le temps chercher l'ouverture au max, à part bien sûr, parce que comme on l'a dit, si on veut faire un portrait hyper précis, etc. Mais c'est vrai que et tous les jours, on n'a pas forcément envie d'avoir forcément cette grande ouverture. Et c'est vrai que des petites optiques à la fois lumineuses, compactes, avec un bon compromis, c'est aussi très très intéressant, je trouve. Bon, voilà qui conclut ce débat, cette discussion sur les objectifs à très grandes ouvertures. Je vous garde 2 secondes, messieurs, parce que j'ai une question à vous poser, une question débile, une question qui tue. Vous êtes prêts ? C'est parti. Quel serait, selon vous, votre objectif rêvé, qui évidemment n'existe pas encore ? Renaud. Waouh, elle tue. Qui n'existe pas encore, je sais pas s'il n'existe pas encore. Après, elle est peut-être complètement inaccessible. Moi, je sais que pour ma part, ce serait une focale fixe, un 35, et je pense que ça existe déjà ailleurs chez... Un 35 mm, oui, ça existe déjà, je te le rassure. Non, mais toi, justement, comme on parle de grande ouverture, moi, le 0,95 et toi, un 17,5 chez Voigtlander à 0,95, moi, c'est des trucs qui m'ont toujours fait rêver, parce que je les trouve déjà très beaux. Alors, c'est pas totalement inaccessible, voilà, mais c'est vrai qu'un jour, je craquerai sans doute pour ça. Ouais. Benjamin ? Moi, disons qu'elle existe déjà. À ce moment-là, ce serait le petit 40 de Lutte Pancake Canon, EF, mais revisité. Alors, soit en monture RF, en monture Z, en ce qu'on veut, mais ce type d'objectif lumineux. Renaud parlait des Fujinon XF, des petites focales fixes à f2, que moi, j'aime beaucoup aussi. De voir un petit peu ces optiques-là dans ce format-là, en 24-36, en 28, en 40, ce serait top. Parfait. Écoutez, merci messieurs. Renaud, quelle est l'actualité photo sur lesnumériques.com ? Qu'est-ce qu'on peut y lire ? L'actu photo, en fait, elle se résume beaucoup à l'EOS R5 qui vraiment nous a vraiment bluffé sur plein de points. La visée, l'autofocus, moi j'étais vraiment bluffé par cet autofocus qui est vraiment impressionnant. Sa vidéo 8K, donc il y a plein d'articles qui vont sortir, on va décortiquer un peu le mode vidéo, mais voilà, c'est vraiment l'actu, ils sont très autour de ça. Après, bien sûr, on a tous nos tests, toutes les semaines, il y a la GoPro qui vient de sortir, il y a le Panasonic S5 qui va bientôt être publié, donc voilà. Ok. Super. Écoute, merci beaucoup Renaud d'être venu, Arthur. Et tu es le bienvenu quand tu veux à ce micro. Benjamin, qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde de la photo ce mois-ci ? Alors au sommaire, en une, on va avoir un gros dossier sur la création d'un portfolio réalisé par Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet. Mon premier portfolio, on va apprendre à le concevoir de A à Z et surtout, on explique pourquoi le portfolio est toujours très pertinent
en 2020. Je précise aussi, en attendant notre guide d'achat qui va sortir à la fin du mois, on a aussi une pléthore de tests avec notamment le Canon R6, le Nikon Z5, le Lumix S5. Enfin voilà, on a l'Alpha 7 S3. Il y a beaucoup de tests dans ce numéro aussi. Donc voilà, on n'a pas chômé. Et moi, je partage avec vous une actualité de Agnès Colombo qui va proposer très prochainement un workshop vidéo sur le thème portrait d'enfant, un jeu d'enfant qui sera proposé dans un bundle Work and Pop présenté par la communauté Portrait au paysage. Donc ce sera disponible, je crois, à partir de début novembre. Et puis il y a un petit tarif préférentiel là pour les préventes. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir. Vous retrouverez de toute façon tous les liens nécessaires pour aller plus loin par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'émission sur le site internet fautspaspousserlesiso.com. Voilà, la semaine prochaine, on revient avec une 3e émission. On va s'intéresser à l'exercice du portfolio, du coup, pour faire écho à l'article que vous pouvez retrouver dans lemonde-de-la-photo.com. On aura au micro Sylvie Hugues, qui est journaliste et consultante en photographie et qui sera accompagnée de Jehan, qui est le directeur des galeries Fisheye. Messieurs, je vous remercie infiniment. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.